Au sommaire de ce nouveau numéro de Bloc-Notes, 3 sujets toujours liés à l'actualité scientifique. Premier sujet, sur une île des Caraïbes, l'île Saint-Vincent, un volcan, la soufrière de Saint-Vincent est entrée en éruption. Un volcan qui risque d'être très dangereux, très caractéristique de cette zone, qui sont des volcans explosifs et qui dégagent des nuées ardentes. Affaire à suivre. Deuxième sujet, il y a 60 ans, on l'a vite oublié, un homme pour la première fois était satellisé autour de la Terre, 108 minutes qui ont changé la face du monde et marqué à jamais un nom dans l'histoire, celui de Gagarine. Troisième sujet, on s'en souvient, il y a tout juste 2 ans, le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame. Où en sommes-nous 2 ans après? Une première phase vient de s'achever avec la consolidation du monument, qu'il faut bien le reconnaître, vous le verrez, a failli s'écrouler, et une deuxième phase va débuter, c'est celle de la restauration. Regardez ces images, elles sont épouvantables, terribles. Il s'agit d'un panache de gaz et de poussière qui monte à 8 km d'altitude et que d'ailleurs on voit maintenant depuis le satellite. C'est l'éruption qui agite en ce moment sur l'île de Saint-Vincent que vous voyez ici avec son volcan, la Soufrière. Saint-Vincent fait partie de ces îles paradisiaques en forme d'arc de cercle qui partent schématiquement, vous voyez, de la Colombie, voilà l'arc de cercle de toutes ces îles, pour aller jusqu'à Saint-Domingue, Haïti et Cuba. Et Saint-Vincent se trouve à peu près ici. Ensuite, il y a Sainte-Lucie, la Guadeloupe, la Martinique, Antigua, Montserrat, etc. Îles paradisiaques, mais en fait, toutes ces îles ne sont que les parties immergées d'énormes volcans qui prennent leur origine, leurs racines au fond de la mer par 2000 mètres de profondeur. Et donc, comme ces volcans font en moyenne, disons, 1000 mètres à 1300 mètres de haut, en fait, l'ensemble du volcan fait près de 3 km de hauteur. Et surtout, ces volcans ont la caractéristique, malheureusement, d'être des volcans explosifs. Pourquoi ? Parce que la lave est épaisse et basaltique, et c'est la lave qui naît au moment où 2 plaques s'affrontent, où l'une passe sous l'autre, c'est ce qu'on appelle la subduction. Je vous rappelle donc que la surface de notre globe est constituée de plaques qui tantôt s'écartent, tantôt se chevauchent, puisque la Terre est ronde. Alors, celle qui nous intéresse, la plaque qui nous intéresse, en fait, c'est une toute petite plaque que vous voyez ici, la plaque des Caraïbes. Explication. Vous voyez, la plaque qui porte l'Afrique, ici, part dans ce sens-là. La plaque qui porte l'océan Atlantique, ici, s'écarte. Les deux s'écartent. Et de fait, ici, il va y avoir un chevauchement, vous voyez, dans ce sens-là. Autrement dit, la plaque sud-américaine passe sous la plaque, vous voyez, des Caraïbes. Et au moment où il se chevauche, il se produit des tremblements de terre, et c'est jalonné par des éruptions volcaniques. Et comme on est dans la mer des Caraïbes, eh bien ces éruptions volcaniques donnent naissance petit à petit à des volcans qui jaillissent en quelque sorte du fond de l'océan, comme c'est de la Martinique, la Guadeloupe, on l'oublie trop souvent, qui ne sont rien d'autre que des volcans émergés. Mais la caractéristique de ces volcans, c'est que la lave est une lave, je voudrais dire, visqueuse, basaltique. Et donc, ce ne sont pas des volcans effusifs, comme à Hawaï, comme à La Réunion, où la lave coule sur des flots de lave comme en Islande, on l'a vu récemment. Non, non, ces résultent de véritables, très violentes explosions qui pulvérisent le sommet, le dôme sommital, forment un formidable nuage de gaz, de poussière et de blocs de rochers qui retombent, et ça forme ce que l'on appelle des nuées ardentes. Nuées, parce que c'est un nuage qui parfois retombe sur les parois du volcan, et quand ils retombent sur les parois du volcan, ils épousent le relief, dévalent les pentes du repan à des vitesses de l'ordre de 3 à 400 km par heure et les températures de l'ordre de 300 à 400 degrés. Autrement dit, c'est destructif et mortel. Et voilà ce que l'on redoute donc à Saint-Vincent. Alors, 2 exemples pour illustrer mon propos. D'éruptions avec des nuées ardentes, toujours dans cette région.
la montagne Pelée et Montserrat, où d'ailleurs nous nous sommes rendus. Tout d'abord, la montagne Pelée. Elle devrait plutôt s'appeler la soufrière de la Martinique. Petite explication. Depuis un bon moment, la montagne Pelée était agitée par des tremblements de terre qui semblaient annoncer une reprise de l'activité du volcan avec des fumerolles et des panaches de fumée. Mais pour des raisons électorales, le préfet renonce à faire évacuer la population de la ville principale, Saint-Pierre, avec son port, qui est situé au pied du volcan. Et dans la nuit, à 4 heures du matin, violente explosion qui pulvérise le sommet du volcan, et une nuée ardente, c'est-à-dire un mélange de poussière, de gaz, de liquide et de blocs de rochers, va dévaler à près de 300-400 km par heure la pente de la montagne Pelée, hélas, en direction de la ville de Saint-Pierre, qui est détruite. Bilan, près de 30 000 morts. Ensuite, Montserrat. Montserrat, c'est une île qui est au nord de la Guadeloupe, à peu près à une bonne heure de bateau. Montserrat, c'était l'île vraiment paradisiaque, très recherchée. Cette île, notamment, beaucoup de groupes de rock avaient leur studio d'enregistrement. Et entre 1995 et 1997, la soufrière de Montserrat s'est réveillée avec la montée d'un dôme de lave basaltique qui, en 1997, a explosé et sur les pentes du volcan, en direction de la ville, qui est la capitale, Plymouth, qui fort heureusement avait été évacuée, une nuée ardente a dévalé la pente allant jusqu'à la mer. Et peut-être pour la première fois, un habitant anglais de Montserrat a pris le risque de filmer ce qu'est une nuée ardente. C'est tout de même époustouflant quand vous voyez ces images. Dites-vous bien que la température du gaz est de l'ordre de 300 à 400 degrés et la vitesse à laquelle il va débouler varie entre 100 et 300 km par heure. Alors nous avons eu la chance, il y a quelque temps, d'aller sur place en compagnie d'un vulcanologue anglais, puisqu'il y a encore un observatoire, et regardez ce que fait comme dégâts, c'est incroyable, une nuée ardente qui engloutit. Vous voyez, là, on arrive dans le centre de la ville. Vous voyez, là, on est à la hauteur d'un toit. Toujours le même phénomène. Et puis surtout, vous voyez, la tôle ondulée qui était dessus. La couverture est rongée par la rouille. Pourquoi ? Parce qu'il y a le phénomène de pluie acide, puisque les dégagements du volcan contiennent du SO2, l'anhydride sulfurique, qui donne de l'anhydride sulfureux, donc qui est un acide et qui ronge tout. Et là, on arrive, ce qui était un parc, un jardin d'agrément, avec une arche. L'image a fait le tour du monde. Seul le clocher émerge. Le temps a été figé par les événements à ces pendules pour, je voudrais dire, l'éternité. Sous nos pieds, 4 à 5 mètres de cendres, de blocs, de roches. Tout le reste va vers la mer qui est là à 200 mètres. Le port est là-bas, a été abandonné et dévasté. Voilà. Si vous voulez, c'est l'image pour moi la plus forte de la dévastation provoquée par ce volcan. Terrible quand on a vu cela. Et de fait, retour à Saint-Vincent. Ce que redoutent les sismologues qui sont sur place, puisqu'il y a des stations, c'est que ce que l'on vient de voir à Montserrat se produise à Saint-Vincent. À Saint-Vincent, en moyenne, il y a, depuis le XVIIIe siècle, 2 éruptions par an. Et la dernière, quasiment jour pour jour, remonte au 12 avril 1979. C'est-à-dire, c'est très peu à l'échelon géologique. Donc, nouvelle période d'activité, et on redoute, vous l'imaginez bien, qu'il se produise une explosion au sommet, avec à nouveau une nuée ardente qui va dévaler les flancs, non pas vers la mer, mais si ça se produit vers le sud de l'île, c'est là la partie la plus peuplée. Donc, attention, actualité à suivre. 12 avril 1961,
dans le plus grand secret, sur une base spatiale dans les steppes du Kazakhstan, Turatam, devenu par la suite Baïkonour, histoire de tromper les avions espions américains, Baïkonour étant une ville minière située à 300 km au nord de Turatam. Donc, sur cette base spatiale, à 9h07, heure de Moscou, une gigantesque fusée, gigantesque pour l'époque, la Zemyurka devenue par la suite la Soyouz que l'on connaît aujourd'hui, cette fusée s'arrache de son pas de tir dans un déluge de feu et dans un grondement très spectaculaire qui vous fait vibrer le corps à quelques kilomètres de distance. Au sommet de la fusée, non pas une chienne, Laïka, dans le passé, mais un homme, un tout petit homme, choisi pour sa taille, un ouvrier fondeur de Smolensk, en Sibérie, Yuri Gagarin. Il est sanglé sur son siège éjectable. Le vol est entièrement automatique et surtout, on veut faire deux choses. Un coup d'éclat politique à la face du monde, face aux Américains, et ça va être réussi, car les Américains seront groggy après Gagarin, et surtout étudier le comportement en apesanteur du corps humain, où on pensait que l'homme va être pris de nausées, de vomissements, et peut-être voir le sang bouillir. Donc, au sommet de cette fusée qui s'arrache, Gagarin, au bout de 11 minutes, une satellisation à 315 km d'altitude, un tour de terre, 108 minutes, et c'est à nouveau la rentrée dans l'atmosphère qui se passe assez mal dans la mesure où la boule Kiarik, qui s'appelle Kiarik, dans laquelle il est, une boule de seulement 2,3 m de diamètre, n'arrive pas à se séparer de son module de service. Les sangles ne brûleront qu'au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Après avoir été chahutée, la cabine se stabilise, et à 7 km d'altitude, sur son siège éjectable, Gagarin est éjecté et retombe au sol, suspendu à un parachute. Il arrive sain et sauf devant des paysans médusés avec cet extraterrestre qui arrivait. Ce jour-là, une page de l'histoire, une très grande page de l'histoire de l'espace était tournée. La suite, vous la connaissez. Gagarin est devenu un héros mondial et surtout, ça a été la diplomatie de Gagarin, évidemment, pour le bloc soviétique. La suite n'a pas été celle que l'on pensait, puisqu'avec l'effondrement du bloc communiste, eh bien, le programme spatial russe, devenu russe, n'a pu survivre qu'avec, disons, la coopération des Américains pour la Station spatiale internationale. Les Russes disposent que de 2 lanceurs, la fusée Soyouz, qui marche d'ailleurs fort bien, et puis c'est la fin de la Proton, énorme fusée qui était prévue pour la conquête de la Lune. Et donc aujourd'hui, ils sont sur un nouveau programme, mais ça manque un peu de volonté politique. C'est une super fusée, une énorme fusée Angara qui a volé une fois, et une nouvelle cabine, j'oserais dire Soyouz, améliorée de forme conique comme les cabines Apollo. Ce qui manque maintenant à la Russie, c'est 2 choses. La première, c'est une volonté politique d'être présent à nouveau dans l'espace, et puis la deuxième chose, tout de même, c'est le manque de fonds, parce qu'il faut bien le reconnaître, actuellement, la Russie se réarme considérablement et la plupart des crédits ne sont plus pour le civil, mais pour le militaire dans le domaine spatial. Troisième bloc-notes, bien entendu, l'actualité. Il y a 2 ans, c'était l'incendie de Notre-Dame. Alors, quand on voit de l'extérieur Notre-Dame, qui est située là derrière moi, on se dit il y a des travaux, des échafaudages, une grande grue de 80 mètres de haut, des algécos. Mais quand on voit cela, on ne peut pas imaginer qu'ici même, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, l'impossible, l'inimaginable, l'improbable s'est produit avec l'incendie qui a ravagé la toiture et surtout a mis à mal la structure de l'édifice qui, ne l'oublions pas, il s'en est fallu de très peu qui ne s'écroule. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Je vais vous le résumer. Alors, après l'incendie, il a fallu qu'on a fait la mise en sécurité. Il a fallu mettre des filets pour éviter que des pierres ne tombent. Il a fallu aussitôt reprendre les efforts des arcs-boutants avec des grands cintres en bois pour reprendre les efforts, des échafaudages pour mettre en sécurité les frontons qui menaçaient de s'écrouler. Et puis,
la plus importante des travaux après le déblaiement et l'inventaire de chaque pierre, de chaque morceau de bois calciné, ça a été de démonter l'énorme structure métallique, l'échafaudage qui était prévu pour réparer en quelque sorte la flèche et qui a été en quelque sorte malmené par l'incendie. Et voilà pourquoi ce jeu de Mikado, qui a duré 4 mois, on l'a démonté petit bout par petit bout, cet échafaudage qui maintenant, vous voyez, a entièrement disparu. Et puis, la suite, la suite, c'est surtout à l'intérieur que ça s'est passé. Alors à l'intérieur, également, on s'est préoccupé de démonter l'orgue, évidemment, qui va être restauré, surtout nettoyé. Mais surtout à l'intérieur, on a monté un énorme échafaudage métallique que l'on ne voit pas, bien sûr, de l'extérieur, de façon à pouvoir accéder au point le plus sensible de la cathédrale, c'est-à-dire les voûtes en pierre qui ont été percées et qui sont écroulées à 3 endroits. Et de fait, ces voûtes participent à la solidité de l'édifice. Donc, immense échafaudage métallique à l'intérieur, pose d'un plancher en hauteur de façon à pouvoir enfin accéder aux voûtes. Et donc, la phase, j'oserais dire, de consolidation est terminée aujourd'hui. Commence la deuxième phase des travaux qui va être celui de la restauration. Et restauration à 2 endroits au début. 1, les voûtes. Et là, pour les voûtes, il va falloir faire l'inventaire des dégâts. C'est-à-dire, vous allez le voir, on va d'abord faire l'inventaire de toutes les pierres qui sont tombées. On va les mettre par terre de façon à reconstituer les cintres. On a posé des espèces de cintres en bois de façon à reprendre les efforts, comme faisaient les anciens. Et comme il va manquer des pierres, c'est là où va intervenir le 3D et surtout l'intelligence artificielle. On va modéliser, car on a un modèle 3D, fort heureusement, de la cathédrale. On va savoir quelles sont les pierres qui manquent, on va les sculpter et on va les remettre et surtout les recoller, parce que j'ai l'impression que le mortier est défaillant. Ça, c'est pour les voûtes. Mais également, ne l'oublions pas, à l'intérieur, sur la tour nord, là, ce que vous voyez là derrière moi, c'est la tour sud. La tour nord, c'est la deuxième à droite. La tour nord, à l'intérieur, il y a les cloches. Et il y avait une structure en bois, un échafaudage qui tenait les cloches. Et il a été attaqué par le feu, donc fragilisé. Il va falloir descendre au niveau du sol toutes les cloches, ensuite démonter une partie de cet échafaudage en bois et le reconstruire en chêne comme il était à l'origine. Bref, il y a du pain sur la planche, mais à mon avis, c'est bien parti, mais ça va durer beaucoup plus que 2024.